Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons le webinaire, le 4e webinaire concernant une consultation avec l'IFOP. Nous allons attendre quelques instants que vous soyez tous connectés. Nous attendons beaucoup de monde cet après-midi. Nous sommes déjà 80 connectés. Peut-être que je vais ouvrir cet après-midi en vous remerciant toutes et tous d'être présents parmi nous. Nous sommes cet après-midi avec un nouveau webinaire qui accueille cet après-midi donc beaucoup de participants, hein, je vous le disais, des personnes inscrites qui sont à la fois nos partenaires de l'emploi, avec des représentants de missions locales, de Keops Cap Emploi et de Pôle Emploi, des partenaires sociaux en nombre qui sont inscrits, des représentants de services de santé au travail ou de MSA, des représentants du monde de l'entreprise, des représentants du monde associatif. J'ai noté, merci Alain de ton petit clin d'œil, l'ex-président d'APF France Handicap notamment, mais aussi de l'UNAFAM, mais aussi d'autres associations. J'ai noté que l'ADAPT a également été inscrite ou d'autres associations qui sont essentiellement sur le champ du handicap. Merci à vous d'être présents. Également des représentants de parlementaires, d'élus qui sont ici parmi nous, et puis des représentants de la presse. Nous savons que ces éléments d'information vous intéressent toutes et tous, là où vous agissez, là où vous êtes intervenants. Et pour nous, il était important de partager ce moment avec vous, puisqu'il s'agit pour nous d'une séquence, donc je vous le disais, importante. Je suis Véronique Bustrel, je suis directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie à la GFIP, et c'est dans ce cadre-là et dans le cadre des études que nous conduisons très régulièrement que cette consultation a été conduite. Je tiens à vous préciser tout d'abord que nous avons parmi nous donc 2 interprètes en langue des signes française, Ève et Ludivine, qui sont à l'écran et qui vont nous accompagner cet après-midi, et puis Vincent, notre vélotypiste. Pour bénéficier des sous-titrages, n'hésitez pas à cliquer sur la touche CC qui se trouve sur votre écran et donc qui vous permettra d'avoir les sous-titrages et permettre ainsi de suivre très correctement tous nos propos cet après-midi. Vous dire également que cette séquence vise, dans le cadre d'une nouvelle consultation conduite avec notre partenaire de l'IFOP, que nous accueillons également cet après-midi, à vous donner une nouvelle photographie sur le vécu professionnel des personnes en situation de handicap dans cette séquence si particulière que nous traversons. Vous dire que dès le mois de mars l'année dernière, nous avions engagé une première étape de réflexion qui nous avait conduit en mai à une première vague de consultation que nous avions complétée avec l'IFOP en juin, puis en septembre, pour connaître l'état d'esprit des personnes en situation de handicap dans leur diversité, qu'elles soient en emploi ou sans emploi, et pouvoir mieux appréhender finalement leur situation. Cette consultation, c'est une consultation qui pour nous est très importante puisque nous étions et nous sommes toujours très préoccupés par la situation des personnes en situation de handicap et leur faculté d'accéder ou de se maintenir en emploi. Et c'est donc pour être aussi au rendez-vous des solutions et des propositions que nous avons mis en place cette séquence d'information.
Nous allons essayer évidemment d'être le plus précis et explicite possible, notamment, et je salue également Bruno Gendron qui me fait des petits clins d'œil de l'association CFPSA. Et donc, nous allons essayer, y compris pour nos camarades qui sont déficients visuels, d'être le plus précis possible pour les accompagner au mieux dans cette accessibilité à l'information. Nous avions donc la volonté, un an après, de vous donner un nouveau regard et une nouvelle photographie de cette situation des personnes en situation de handicap. Et c'est dans ce cadre-là que cet après-midi, donc, nous accueillons François Legrand de l'IFOP qui viendra nous présenter les résultats de cette consultation. Nous accueillons également Malika Bouchiwa, qui est la présidente de la GFIP. Merci, présidente, d'être parmi nous dans votre emploi du temps chargé. J'ai appris que vous étiez ce matin sur les ondes de France Inter, donc merci d'être parmi nous cet après-midi. Et également Didier Sartier, directeur général de la GFIP, qui viendra également dans le cadre de nos échanges répondre à vos interrogations et réagir aux résultats qui vous sont présentés. N'hésitez pas, et je vois que beaucoup d'entre vous se sont déjà saisis, à utiliser les fonctions discussion et chat pour éventuellement interagir avec nous. Et puis, pour toute question, utilisez plutôt la fonction Q&R, questions et réponses, qui nous permettra ensuite de rééchanger avec vous et de pouvoir répondre à vos interrogations. Pour ne pas faire plus long, je cède immédiatement la parole à François Legrand qui va nous présenter donc les résultats de cette nouvelle consultation un an après. Quel vécu professionnel des personnes en situation de handicap? Et je crois, François, avec un premier élément extrêmement important sur l'échantillon et le taux de réponse à cette consultation qui a eu lieu au cours du mois d'avril. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Merci Véronique pour cette introduction. Alors je vais faire un partage d'écran pour que vous ayez accès au support de la présentation. Que vous devez voir apparaître sous vos yeux, donc avec cette 4e vague d'enquête qui a été initiée au moment du premier confinement l'année dernière. Avant de rentrer à proprement parler dans le vif du sujet, effectivement, comme vous le disiez Véronique, un premier point qui est important lors de cette consultation, c'est la participation. Pour cette 4e vague, elle est exceptionnelle puisqu'on a interrogé pratiquement 8000 personnes, 7787 personnes. C'est davantage que la participation qu'on avait enregistrée lors des 3 premières vagues, où on était entre 3000 et 4500 personnes. C'est une participation record pour nous à l'IFOP. Alors, c'est une enquête qui a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne au début du mois d'avril, du 6 au 16 avril 2021. C'est un dispositif de consultation, donc on a permis au maximum de personnes de participer à l'enquête. On n'a pas borné l'échantillon comme on le fait dans le cadre d'une enquête par sondage, mais c'est important de savoir que la structure de notre échantillon, donc de cette 4e vague, est très comparable en termes de répartition en fonction du sexe, de l'âge, de la situation professionnelle, avec celle des vagues précédentes. Les évolutions que je vais donc vous présenter sont des évolutions de ressenti, des évolutions des opinions, et ne sont pas des évolutions qui pourraient être liées à un effet de structure, puisqu'on compare vraiment à population égale entre cette vague et les vagues précédentes. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une première partie de cette enquête qui était consacrée à l'évolution de la situation professionnelle et au ressenti associé au contexte actuel, avec une première question qui portait sur les modalités d'exercice professionnel. Vous le voyez, en avril, donc il y a quelques semaines, quand cette enquête a été réalisée, 56% des actifs en situation de handicap qu'on a interrogés travaillaient physiquement dans leur entreprise. C'est moins que ce qu'on avait pu mesurer en septembre dernier, on était à 73%. C'est une proportion qui est proche de celle qu'on avait mesurée en juin au moment du déconfinement, et donc davantage d'actifs qui sont présents physiquement dans leurs locaux, en tout cas plus que lors du premier confinement en mai, vous voyez, où il n'était que 29% à nous dire continuer à travailler physiquement dans leur entreprise. Alors, du fait de leur handicap, est-ce que leur employeur les considère comme une personne vulnérable à une contamination au Covid-19 ? Ils sont un tiers à nous dire que oui, 32%. C'est une proportion qui est parfaitement ou presque comparable à celle qu'on a mesurée lors de la 3e vague d'enquête où ils étaient 31%. Et eux, ils sont 43% à estimer être plus vulnérables à une contamination au Covid-19 contre 44%. Donc là encore, quelque chose de très proche lors de la 3e vague.
parmi les termes suivants, lequel correspond le mieux à la manière dont ils décrivent leur état d'esprit en ce moment? Vous voyez le graphique qui apparaît avec beaucoup de rouge. C'est principalement un état d'esprit négatif dont font part les personnes que nous avons interrogées. 82% d'entre elles ont cité un terme négatif, avec notamment de la fatigue, c'est ça qui prédomine, 56% indiquent être fatigués, également de l'anxiété, inquiétude, stress et du surmenage. Alors, les qualificatifs qui sont employés dans l'ensemble de la population salariée française sont, un an après le début de la crise du Covid-19, là encore très négatifs. Néanmoins, on voit que la proportion de personnes en situation de handicap à citer des termes négatifs est un peu plus importante, 82%, plus 10 points par rapport à ce qu'on mesure dans l'ensemble de la population salariée. Un an après le début de la crise du Covid-19, comment évolue la motivation professionnelle des actifs en situation de handicap? Eh bien, vous le voyez, elle n'est en augmentation que pour 8% d'entre eux, elle est stable pour 50% d'entre eux, et elle diminue pour 42% d'entre eux. Et là, on voit qu'il y a un point de vigilance quand on regarde les évolutions sur cet indicateur depuis la vague d'enquête qui a été réalisée en juin 2020. On voit qu'on passe de 28% de travailleurs handicapés qui disaient que leur motivation diminuait en juin à désormais 42%. Et c'est un niveau qui est plus important que celui qu'on mesure dans la population salariée française, où vous avez 32% d'entre eux qui disent que leur motivation est en berne. L'impact de la crise sur la place au sein du collectif de travail, vous allez le voir, c'est un fil rouge tout au long de cette consultation. Il y a une vraie inquiétude qui est exprimée par les personnes en situation de handicap autour de la crainte de l'isolement. En l'occurrence, elles sont sur cette question 44% à nous dire que la crise a contribué à les isoler davantage. Et quand on regarde en dynamique tendanciellement par rapport aux précédentes vagues d'enquête qui ont été réalisées, on voit qu'on a une augmentation de 10 points par rapport à ce qu'on avait pu mesurer en septembre 2020, où il n'était alors que, entre parenthèses, entre guillemets, un tiers à nous dire que la crise contribuait à les isoler davantage. Alors, quel est l'impact plus global de la période écoulée sur la vie professionnelle? D'abord, il y a un constat qui est fait au sein de, parmi les travailleurs en situation de handicap qu'on a interrogés, c'est qu'il y aura un avant et un après crise sanitaire du Covid-19 dans l'organisation du travail de leur entreprise, qu'il va donc y avoir des conséquences en termes organisationnels dans les entreprises de cette crise. Ce constat-là, il a déjà été fait par les travailleurs en situation de handicap lors de la vague d'enquête de juin, ils étaient 74%, donc ils continuent à le faire, ce constat, et ils sont en phase avec ce qu'on peut mesurer par ailleurs à l'IFOP dans d'autres enquêtes auprès de la population salariée française, où vous le voyez, on a également 3/4 des salariés français qui partagent cette opinion. Alors, quelles sont les aspirations, quelles sont les attentes que va faire naître cette crise sur différentes dimensions liées à l'activité professionnelle? Eh bien, l'attente la plus fortement exprimée par les travailleurs en situation de handicap, c'est le souhait d'une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Ils sont 74% à le souhaiter, et en cela, ils sont totalement en phase avec l'ensemble des salariés en France, qui sont 76% dans ce cas-là. Il y a d'autres attentes qui sont exprimées, mais dans une moindre mesure. Changer de rythme de vie, travailler différemment, 58%, à peu près comme ce qu'on mesure dans la population salariée. Être plus utile à leur employeur, 56%. Ils sont également près d'un sur deux à nous dire qu'ils accordent plus d'importance à leur travail, qu'ils ont été donc plus investis dans leur travail tout au long de la crise. C'est plus que ce qu'on peut mesurer dans la population salariée. Il y a un vrai point de clivage là-dessus. 34% seulement des salariés nous disent répondre par l'affirmative. Ils sont un peu moins nombreux à déclarer se sentir détachés de leur mission actuelle, seulement un tiers. Et là, on voit qu'il y a un vrai décalage de perception avec la population salariée. C'est qu'ils ne sont que 28% à nous dire souhaiter faire davantage de télétravail contre pratiquement un salarié sur deux dans l'ensemble de la population salariée française. Il y a un vrai clivage sur cette question du télétravail. Quand on regarde plus précisément comment les travailleurs en situation de handicap évaluent l'impact du télétravail, impact positif, impact négatif ou aucun impact sur différentes dimensions professionnelles, on voit, vous voyez à l'écran apparaître
des courbes sur le pourcentage de réponses qui estiment que le télétravail a un impact positif. Eh bien, c'est des courbes descendantes pour la quasi-totalité, même la totalité d'entre elles. En septembre 2020, 36% des actifs en situation de handicap indiquaient que le télétravail avait un impact positif sur l'efficacité de leur travail. Ils ne sont plus qu'un quart. Ils étaient 32% à juger que le télétravail a un impact positif sur leurs conditions de travail. Ils ne sont plus que 21%. Donc, vous le voyez, les jugements à l'égard du télétravail qui étaient déjà plus partagés au début de la crise sanitaire sont de plus en plus durs, avec, on le voit, un phénomène de lassitude par rapport à ce mode d'organisation du travail. Et donc, assez logiquement, quand on interroge les actifs de notre échantillon, vous, personnellement, diriez-vous que le développement massif de la pratique du télétravail est souhaitable? Ils sont de plus en plus partagés. Seulement 53% estiment que oui, avec une baisse donc de 12 points par rapport à l'étiage qu'on avait mesuré en septembre 2020, où ils étaient 2/3 à souhaiter le développement massif de cette pratique. La fréquence idéale de télétravail, alors, vous le voyez, ça confirme les observations qui sont faites. La différence principale avec la population salariée, c'est qu'ils sont 21% à nous dire que c'est jamais la fréquence idéale de télétravail, contre seulement 8% dans la population salariée. Pour le reste, on voit qu'on a une répartition qui est très proche, avec pratiquement une personne sur deux qui indique que la fréquence idéale, c'est 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine. Alors, on va rentrer à présent dans une des parties de cette enquête qui était posée à toutes les personnes de notre échantillon, donc pas uniquement les actifs, et qui portait plus globalement sur la situation psychologique des personnes en situation de handicap. Premier constat, le vécu à l'égard des restrictions de déplacement est de plus en plus problématique. Vous le voyez, seulement 38% indiquent bien vivre les restrictions de déplacement, contre à l'inverse 62% qui disent mal les vivre. Pour rappel, lors du premier confinement, en mai dernier, on avait interrogé notre échantillon sur le vécu à l'égard du confinement. Ils étaient alors 60% à nous dire bien le vivre, contre 40% mal le vivre. On voit que maintenant, on est dans des proportions qui sont inversées. Ce vécu plus problématique à l'égard des restrictions s'accompagne d'une hausse des sentiments d'anxiété et de dépression. Vous le voyez sur votre écran, c'est la proportion de personnes interrogées qui indiquent ressentir plus qu'auparavant des sentiments d'anxiété et de sentiments de dépression, des courbes qui sont en hausse. On est désormais à 77% pour l'anxiété, pratiquement 10 points de plus que ce qu'on avait mesuré en septembre 2020. La hausse est encore plus forte pour les sentiments de dépression, plus 12 points par rapport à l'étiage de septembre 2020, dans un contexte où globalement, une personne sur deux qu'on interroge a le sentiment que sa santé physique et sa santé mentale s'est dégradée. Là aussi, des indicateurs qui sont en hausse par rapport à ce qu'on avait mesuré en septembre 2020. Quelles sont les catégories de handicap les plus concernées par la dégradation de l'état de santé physique et la dégradation de l'état de santé mentale? C'est des choses qu'on avait déjà identifiées dans les premières vagues, mais cette nouvelle enquête vient les confirmer. C'est pour la dégradation de l'état de santé physique, les multi-handicapés, les polyhandicapés qui sont les plus concernés à 63 et 65%, alors que la dégradation de l'état de santé mentale, eh bien, on voit que les personnes les plus concernées, c'est les personnes souffrant d'un handicap mental ou de troubles autistiques. Alors, assez logiquement, quand il y a une dégradation de l'état de santé, ce n'est pas sans conséquence pour la situation professionnelle. Ils sont 79% donc des actifs ou demandeurs d'emploi à nous dire que cela a eu un impact négatif sur leur situation professionnelle. C'est un indicateur qui est stable globalement par rapport à ce qu'on a pu mesurer lors des précédentes vagues d'enquête, avec un phénomène qui est majoré chez les catégories socio-professionnelles qui occupent des emplois avec une plus forte pénibilité, les ouvriers notamment, qui sont 38% à nous dire que cela a eu un impact très négatif, 10 points de plus que ce qu'on mesure auprès des cadres. Nouvelle question qui a été introduite dans cette enquête, question qu'on pose assez fréquemment à l'IFOP, qui porte sur le niveau de bonheur. Si vous deviez noter votre niveau de bonheur sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très malheureux et 10 très heureux, dans quelle mesure vous considérez-vous comme heureux? Nous considérons que les notes entre 0 et 6 témoignent plutôt d'un état de malheur.
les notes entre 7 et 10 d'un état de bonheur, et on regarde 0 à 4, très malheureux, 9 à 10, très heureux. Vous le voyez, 2/3 des personnes qu'on a interrogées ont choisi une note entre 0 et 6, et 1/3 ont choisi une note entre 7 et 10. On est sur des proportions inversées par rapport à ce qu'on mesure dans l'ensemble de la population française, où on est sur 37% de 0 à 6 et 63% de 7 à 10. Ça se traduit donc par un décalage important dans la note moyenne qui est attribuée par les personnes interrogées dans le cadre de cette consultation. 5,4 sur 10, c'est moins que ce qu'on mesure dans l'ensemble de la population française, où les Français attribuent une note de 6,8 sur 10 pour qualifier leur niveau de bonheur. Alors, quelle est l'inquiétude par rapport à l'avenir? Avec une question qui était posée plus spécifiquement aux demandeurs d'emploi, portant sur le niveau d'optimisme quant à la possibilité de trouver ou retrouver un emploi. 28% nous disent qu'ils sont optimistes. C'est minoritaire, mais il faut voir peut-être là au moins un signe de se réjouir. C'est un niveau qui est globalement assez stable depuis la première vague d'enquête qui a été réalisée. Et vous le verrez, c'est le cas de plusieurs indicateurs économiques de cette enquête qui ne se sont pas dégradés, même si on part de niveaux qui sont assez peu satisfaisants, mais qui ne se sont pas dégradés, et qui laissent à penser que les acteurs institutionnels se sont mobilisés pour accompagner les personnes. De façon plus générale, quel est le niveau d'optimisme des personnes qu'on a interrogées? Eh bien, 38% sont optimistes. C'est un niveau qui est très proche cette fois-ci de celui qu'on mesure dans l'ensemble de la population française, où à une période équivalente, on était à 41% d'optimisme, avec un niveau d'optimisme, on le voit nous dans nos enquêtes à l'IFOP, qui tend à repartir à la hausse dans la population française du fait de la perspective de sortie de crise. Il est frappant quand on regarde les inquiétudes qui sont exprimées par les PSH que désormais, ce n'est pas la crainte d'être contaminé ou les craintes économiques qui prédominent, mais c'est la crainte d'être davantage isolé. Je vous le disais, c'est un fil rouge qu'on retrouve tout au long de cette étude. La crainte d'être davantage isolé, c'est 2/3 des personnes de notre échantillon, 67%, et c'est une crainte qui est en progression à 57%, alors qu'à l'inverse, les craintes économiques et les craintes sanitaires, elles, sont assez stables par rapport aux précédentes vagues d'enquête. Alors, l'expérience par les demandeurs d'emploi de différentes situations, de différentes difficultés, vous le voyez, là aussi, on a des indicateurs qui sont très stables. 43% nous disent qu'ils ont été concernés par un report ou une annulation de formation. C'est un niveau proche de celui qu'on a mesuré lors des précédentes vagues d'enquête. Même chose pour l'interruption d'une mission de travail temporaire et l'interruption d'un contrat court. Comment s'en sort-il avec les revenus de leur foyer? Alors, ils sont 51% à nous dire qu'ils s'en sortent moins bien depuis le début de la crise sanitaire. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde sur un deuxième indicateur qui a été administré lors de 3 vagues d'enquête. Aujourd'hui, comment ressentez-vous les conséquences de cette crise économique pour vous-même et votre famille? 73% nous disent durement. C'est conséquent, mais c'est un indicateur qui est stable par rapport aux précédentes vagues d'enquête. On était à 73% en juin 2020, donc on n'observe pas de dégradation sur le plan économique. Dernière question qui portait sur la vaccination. Les personnes en situation de handicap sont-elles vaccinosceptiques ou non? Eh bien, la réponse est non, puisque vous le voyez, quand on pose à l'identique une question posée à l'ensemble de la population française, on a des résultats extrêmement proches. 55% ont l'intention de se faire vacciner, contre 54% dans la population française. 1/3 de personnes nous disent que non, c'est exactement ou presque les mêmes proportions qu'on retrouve dans la population française. Et lorsque l'enquête a été réalisée, 13% nous disaient être déjà vaccinés. Merci beaucoup François pour la présentation de ces résultats et effectivement des résultats qui ont à la fois deux vertus. La première peut-être de nous rappeler que à la fois il y a une forme de stabilité dans les réponses qui sont apportées, donc vraisemblablement que certains éléments ont dû jouer pour contenir la situation. Et puis, un autre facteur qui est là plus inquiétant et qui est
vraiment plus fort, même si c'est déjà un ressenti de la population générale, qui est un ressenti manifestement beaucoup plus fort pour les personnes en situation de handicap, notamment sur les questions de l'isolement. Ce que je vous propose, c'est de voir maintenant les réactions à la fois de la présidente de la GFIP et d'écouter donc Malika Bichiwa pour voir un peu comment vous, présidente, vous analysez ces résultats, ce que vous en retirez comme enseignement. Je vous donne la parole. Présidente, à vous la parole. Merci beaucoup Véronique. Bonjour à tous. Je souhaite en fait afficher l'image pour que je laisse l'opportunité aux interprètes de faire la traduction, mais j'arrive pas à démarrer ma vidéo. Ça y est, très bien. Bonjour à tous. Donc effectivement, merci pour cette analyse, Monsieur Legrand. Donc c'est vrai qu'avec l'IFOP, on a fait beaucoup d'enquêtes. Nous sommes à notre 4e édition. À chaque fois, effectivement, on a donné la parole à un collectif. Donc pour focuser sur le ressenti des uns et des autres par rapport à cette crise. Donc, nous revoilà effectivement avec un focus auprès des personnes en situation de handicap pour connaître leur ressenti. Moi, je tiens tout d'abord à féliciter le nombre de participants. Donc, il est vrai qu'on est sur un chiffre record, plus de 7700. On n'a jamais eu un chiffre aussi significatif et donc qui donne aussi la valeur à ces données donc, et qui donne aussi un aspect assez solide, entre guillemets, à cette restitution. Au-delà de ça, ce qu'on regarde d'une manière globale, que la situation des personnes en situation de handicap souhaite ressortir et sortir de cette crise et souhaite surtout retrouver un collectif et en particulier un collectif de travail qui permet à la fois d'avoir une certaine routine, emploi, et un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Il permet surtout aussi d'avoir un lien social. Donc, globalement, ce qu'on retrouve aussi dans le ressenti de la plupart des personnes interrogées, mais en particulier auprès des personnes en situation de handicap. Il y a quand même une particularité assez intéressante qui m'a attirée, Véronique, c'est cette perception du télétravail. C'est vrai que lorsqu'on donne la parole aux personnes en situation de handicap, donc la relation au télétravail se détériore, si je peux me permettre. On voit effectivement qu'il y a une certaine tendance à ce télétravail. Malheureusement, dans l'opinion générale, on a l'impression que le télétravail est la réponse parfaite pour les personnes en situation de handicap. Donc, il n'y a pas mieux que les personnes qui viennent nous dire et souligner d'une manière assez forte le décalage qu'elles portent sur le télétravail et en particulier le télétravail exclusif. Donc, c'est important de prendre en compte ce ressenti pour des personnes qui souhaitent reprendre, sortir donc, de la crise, reprendre une dynamique d'emploi, reprendre surtout une dynamique d'une organisation de travail habituelle. Ce qui est assez intéressant, il faut aussi faire le parallèle par rapport donc, à ce qu'on peut vivre au cœur de l'entreprise. Et donc, ce qui est assez important aussi, c'est qu'on puisse donc sensibiliser donc, les acteurs de l'entreprise pour qu'il y ait un suivi particulier. Qu'on sensibilise aussi les acteurs des entreprises pour qu'ils puissent aménager donc, des organisations de travail permettant à ces individus donc, de retrouver leur poste d'une manière équilibrée et d'avoir un télétravail extrêmement mesuré. Ce qui est aussi important, c'est nous, la GFIP, à travers son conseil d'administration, a pu tout au long de la crise, mettre en place des mesures exceptionnelles pour accompagner cette dynamique de soutien de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, et en particulier tout ce qui concerne l'alternance. Il faut aussi penser l'après-crise, comment, avec cette reprise, comment on arrive effectivement à sensibiliser les employeurs pour avoir un regard particulier pour les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'à travers le réseau des référents de handicap que la GFIP a à la maturité, elle a surtout elle le fait vivre au quotidien. C'est vrai qu'il y a aussi un message de sensibilisation très fort et me semble nécessaire, et en particulier au regard de cette enquête.
Merci, Présidente, pour cette réaction. Effectivement, ces propos tout à fait pertinents sur notamment le regard porté sur le télétravail et peut-être se dire que le sujet du télétravail, c'est aussi la séquence qu'ont vécue les personnes en situation de handicap n'est pas forcément la réalité du télétravail et on le voit bien, une forme de rejet quelque part, puisque quasiment un quart des personnes qui répondent disent qu'elles souhaitent soit pas du tout de télétravail, soit moins d'un jour de télétravail, c'est dire à quel point le sujet doit être traité et accompagné pour mieux répondre à cet objet. Je propose que nous cédions la parole à Didier Sartier pour proposer, Didier, directeur général de la GFIP, votre réaction, ces quelques chiffres qui ont été présentés par l'IFOP vous évoquent à travers l'expérience de la GFIP sur un an de crise sanitaire et d'action, quels enseignements en tirez-vous, à la fois de l'action que l'on a pu conduire et de l'action qui a pu être aussi conduite avec le gouvernement et avec nos partenaires? Merci Véronique. Tout d'abord, on voit bien, comme Malika l'a évoqué, un besoin d'expression très important des personnes qui appellent une attention encore plus forte de notre part, des acteurs qui accompagnent les personnes en situation de handicap en emploi ou demandeurs d'emploi, des pouvoirs publics et bien évidemment des employeurs aussi. Et je dirais même de l'ensemble des acteurs qui peuvent jouer un rôle au sein des entreprises pour tenir compte de cette situation d'isolement, de fatigue importante, d'inquiétude, de stress et en même temps de personnes en situation de handicap qui nous disent nous sommes au travail et nous sommes quand nous y sommes très attentifs à la réalisation de notre action. Cette nouvelle enquête finalement conforte l'action que nous conduisons depuis plus d'un an maintenant avec un dispositif exceptionnel de soutien des personnes et des entreprises, avec des aides exceptionnelles pour répondre aux besoins exprimés, pouvoir suivre une formation à distance par exemple, sécuriser le télétravail des personnes en situation de handicap, adapter les postes de travail pour tenir compte de la situation sanitaire, soutien important au parcours des personnes en formation en alternance et promotion de ces formations en complémentarité de ce que font d'ailleurs les pouvoirs publics et l'État, soutien des travailleurs handicapés indépendants. Et on le voit aussi, les chefs d'entreprise souffrent fortement de la situation, les chefs d'entreprise handicapés. Tous ces soutiens mis en place l'an dernier dès le début de la crise se poursuivent et devront se poursuivre tant que cela sera nécessaire. Nous avons aussi mis en place, et elle est toujours présente, une ligne d'écoute psychologique dédiée aux actifs handicapés pour les aider et pour les orienter qui peut être, cette ligne d'écoute est accessible via notre numéro vert de manière finalement très simple. Et puis, nous devons rester très vigilants et mobilisés avec nos partenaires auprès des personnes et des entreprises pour rester en proximité et en veille et continuer à être à l'écoute pour adapter nos réponses en complémentarité avec celles apportées par les pouvoirs publics. Nous devons certainement continuer à réfléchir pour comment sécuriser la situation actuelle des personnes. Merci Didier Sartier pour cette présentation et effectivement cette réaction en signalant effectivement que l'ensemble des acteurs a vocation à pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. On voit bien que les questions qui sont soulevées par cette enquête et cette consultation sont de nature à irriguer à la fois les travaux de la GFIP, la présidente le soulignait à l'instant et vous-même Didier vous le soulignez à l'instant, mais également à irriguer les travaux de tous les acteurs du handicap pour effectivement pouvoir accompagner au mieux la situation. On le voit bien, cette question de l'isolement est une question qui est frappante, alors frappante pour toute la population en général, on le voit par comparaison aux éléments qu'évoquait François Legrand tout à l'heure, mais aussi frappante tout particulièrement pour les personnes en situation de handicap qui souffrent particulièrement du sujet, avec quand même ces éléments, vous le soulignez Didier, sur la question de l'envie de retourner au travail, l'envie d'être présent et l'envie de jouer sa partition sur ce sujet.
Je vais vous proposer peut-être de répondre et de prendre la parole maintenant à l'ensemble de nos participants. Nous avons donc une fonction qui s'appelle lever la main, que vous pouvez utiliser pour éventuellement proposer des prises de parole. Nous avons également une fonction questions-réponses qui est activée avec quelques questions qui sont posées et on va vous proposer de prendre quelques questions. J'ai vu une question de Cédric Laurent notamment que nous saluons et qui est le président de l'association Unanime qui représente les personnes déficientes auditives et malentendantes. Et donc peut-être François, vous pourriez répondre à sa question. Cédric interrogeait le fait que est-ce que éventuellement on pourrait avoir des extractions, mais c'était aussi une question qui était posée par Bruno Gendron sur les personnes déficientes visuelles, de savoir est-ce qu'à partir des éléments dont on dispose, on peut, alors peut-être pas ici et maintenant parce que peut-être qu'on n'a pas encore eu le temps de faire les extractions, mais c'est des choses qu'on peut peut-être faire. Est-ce qu'on peut faire des extractions sur la base des résultats que l'on a, à la fois des résultats par typologie de handicap et peut-être par territoire? Oui, tout à fait. C'est un point qui est très important, c'est qu'on a donc une participation, comme je disais, qui est vraiment exceptionnelle à l'enquête, un échantillon de taille très conséquente. Donc, une des richesses, c'est qu'on peut faire des zooms très précis en fonction de la nature du handicap. Nous pourrons bien évidemment vous donner des résultats en fonction du type de handicap. Donc, sur les handicaps auditifs, par exemple, pas uniquement. Moi, je me tiens à votre disposition de toute façon et on pourra, si vous voulez, échanger par mail, éventuellement par le biais de Véronique. Merci François. Et c'est vrai que les questions qui sont posées à la fois par Cédric Laurent et par Bruno Gendron sont des questions qui sont assez intéressantes parce que justement, par rapport à l'échantillon dont on dispose aujourd'hui et donc des répondants, ça nous permet effectivement d'avoir des exploitations peut-être un peu plus fines et on peut s'aventurer à aller explorer de manière un peu plus solide des éléments qui permettent de distinguer effectivement les personnes concernées. Peut-être également répondre à une autre question qui était posée par, je crois, au SPI-Média, Exodi, je crois, c'est ça, Exodi Allier, qui posait la question de savoir quelle était la définition que vous aviez utilisée pour présenter le sujet du polyhandicap. Est-ce que c'est une question auquel vous pourrez répondre, François? Sur le polyhandicap, on avait une liste de handicaps et donc c'est le terme polyhandicap en tant que tel qui était employé. Donc les personnes les résultats sur les polyhandicapés que j'ai présentés sont ceux des personnes qui se sont considérées comme polyhandicapées. D'accord. Donc, en fait, vous ne précisez pas la personne. Ce que l'on entend par polyhandicapé, c'est finalement la reconnaissance par la personne de l'appartenance à une catégorie spécifique, c'est ça? Exactement. Ouais. Okay. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir parfois quelques confusions entre le plurihandicap et le polyhandicap. Et c'est vrai que la notion de polyhandicap, souvent, elle est un peu particulière. Donc, parfois, il peut y avoir à rechercher des précisions. C'est peut-être la question que vous vouliez poser, Madame Allier, je pense, dans le question-réponse. Nous avions une réaction aussi, et merci à Fernando Pinto da Silva de ces précisions. On avait bien noté, Fernando, les remarques faites, fort judicieuses d'ailleurs, que nous avons déjà transmis d'ailleurs, il me semble, à François, et si ce n'est pas encore le cas, on le fera, concernant les enquêtes et l'accessibilité en fait pour les personnes déficientes visuelles des modules d'enquête qui ne sont pas toujours parfaits. Et donc, merci Fernando, en ta qualité de président de la commission accessibilité du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Je pense qu'en plus, ton message sera encore plus impactant. Donc, nous allons de ce pas transmettre toute l'information si ça n'a pas déjà été le cas, Fernando. On enverra bien évidemment le sujet. Je crois qu'on a une demande de prise de parole de Flavie Girardet, qui est formatrice au CREPS, Aura. Marie, est-ce que tu peux donner la parole à Madame Girardet qui a une question? Madame Girardet? Oui, bonjour, excusez-moi. Non, j'ai levé la main, mais en fait, je n'ai pas de question. Je pense que je n'ai pas maîtrisé le… Écoutez, c'était un plaisir de vous avoir. Je m'excuse, vraiment. Mais peut-être une réaction, puisque vous avez la parole, une réaction peut-être à chaud, peut-être, je ne sais pas.
Merci pour les résultats de l'enquête qui sont très intéressants, effectivement. Et notamment la possibilité de pouvoir comparer ça avec ce qu'ont vécu les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Voilà, mais mais merci, parce que c'est effectivement une des réactions aussi de Muriel Richard dans le volume chat. En fait, c'est un des points forts de cette consultation, c'est d'avoir, grâce à l'IFOP, aussi des comparatifs avec la population générale. François, vous voulez répondre à cette question, ou en tout cas cette remarque? Je pense que c'est un point très important, effectivement, de pouvoir comparer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de points de divergence, mais il y a aussi beaucoup de points de convergence. Et nous, c'est un des constats qu'on avait fait lors des premières vagues d'enquête, c'est qu'au final, notamment sur le plan de la vie professionnelle, certes, il y a des clivages comme sur la question du télétravail, mais il y a aussi, au final, beaucoup de points de convergence qui nous font dire que le vécu des actifs en situation de handicap n'est pas forcément toujours différent de celui de l'ensemble des salariés. Merci François pour effectivement cette observation, et c'est intéressant aussi de pouvoir dire que s'il y a des éléments de différenciation entre les personnes en situation de handicap dans leur vécu et finalement les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, il y a aussi d'énormes points communs, et que parfois certains éléments sont un peu plus critiques que d'autres. Je crois qu'on a une question également de Madame Barrier, éventuellement lui donner la parole. Marie, si tu peux ouvrir pour Madame Barrier la communication. Merci Marie. Madame Barrier. Vous avez la parole, Madame Barrier. Marie, le micro n'est pas... Ouais. Voilà. Merci. Vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Barrier. Je voulais savoir quel bilan vous dressiez de l'aide exceptionnelle qui a été prolongée là jusqu'au 30 juin 2021 pour l'embauche des personnes en situation de handicap, et ensuite avez-vous des craintes pour l'après 30 juin 2021? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur ce sujet des embauches? Merci. Didier, est-ce que tu peux répondre à cette question? C'est difficile d'y répondre, puisque là, vous parlez du dispositif État sur lequel nous n'avons pas nécessairement l'ensemble des dernières données. On sait que le dispositif a eu un peu de mal à démarrer et qu'il est d'ailleurs toujours ouvert. Et ça, c'est important aussi à le rappeler à tous pour pouvoir y accéder jusqu'à présent. Peut-être quand même évoquer les mesures exceptionnelles que nous avons mis en place de notre côté, qui ont eu, je dirais, dès les premières semaines, un gros élément de demande de la part de tous. Nous avons fait nous avons engagé en 2020 plus de 26 millions d'euros sur ces mesures, et elles sont encore aujourd'hui, dans une moindre mesure aujourd'hui, mobilisées, avec d'ailleurs des résultats, et en particulier, alors ce n'est pas sur l'aide que vous évoquez, mais sur l'alternance et l'apprentissage en particulier, sur lequel on voit bien que cette année, grâce aux efforts des pouvoirs publics qui ont été aussi mis en place, la dynamique sur l'apprentissage est bon en ce moment même. Il permet de sécuriser un certain nombre de parcours. D'ailleurs, nous allons maintenant pouvoir entamer d'ailleurs la nouvelle presque campagne apprentissage pour l'année 2021-2022, avec un rendez-vous prochain sur ce sujet pour finalement rappeler toute l'importance de ce sujet. Et concernant la suite de votre question, comme le dit Sophie Cravette, voilà, 10 000 contrats signés pour les personnes handicapées a été indiqué par Madame Cluzel hier. Est-ce que c'est un résultat suffisant? Le chômage des personnes en situation de handicap est pour l'instant, je dirais, maîtrisé, mais on est encore peut-être encore loin des risques que l'on a devant nous pour la période future. Et concernant l'apprentissage, du coup, vous pouvez nous donner des chiffres? Alors, les résultats sur l'apprentissage, ils sont intéressants, puisque en matière d'apprentissage seulement, on est à plus de 6 000 apprentis handicapés en 2020, ce qui est
une très forte augmentation et dans cette phase où aujourd'hui l'apprentissage s'est fortement développé pour le tout public, la part des personnes en situation de handicap a même progressé puisqu'il est passé il est très faible encore aujourd'hui, mais il est quand même passé de 1% à 1,3%, ce qui me semble être une bonne dynamique et une bonne évolution grâce aux efforts à nouveau des pouvoirs publics et des mesures que nous avons mis en place et le FIP également. D'accord, merci. Merci Madame Barrier pour ces questions et merci Didier pour ces réponses et ces éclairages sur à la fois l'importance de l'aide à l'emploi qui a été mise en place par le gouvernement et qui effectivement 10 000 aides, c'est selon, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais en tout cas on voit que c'est quand même un élan et c'est un élan à encourager, y compris dans cette période et à continuer puisque cette aide elle a été prolongée et donc elle est valable au moins jusqu'à la fin du mois de juin et donc c'est vraiment une occasion de s'engager, de s'investir et de pouvoir être vraiment en appui pour l'emploi des personnes handicapées, pour effectivement utiliser tous les amortisseurs sociaux dont on parlait tout à l'heure, hein, qui ont évité l'explosion du chômage des personnes en situation de handicap que l'on craignait l'année dernière, on peut se le dire aussi, et effectivement se dire que ce sont des aides extrêmement importantes pour tous et les aides de la GFIP qui ont été mobilisées aussi sur cette période ont été extrêmement importantes. Présidente, vous voulez aussi réagir ou bien ajouter un mot? Peut-être redire un peu les propos des uns et des autres. En fait, ce qui est assez intéressant dans cette enquête, c'est de voir un peu le décalage de ressenti des personnes en situation d'handicap par rapport aux personnes entre guillemets ordinaires et on voit effectivement que un écart, un fossé sur la conception et la vision du télétravail, une mesure qui est une mesure phare, hein, d'ailleurs qu'on soutient au niveau du conseil d'administration de la GFIP, puisque grâce à cette mesure, on a pu maintenir et aménager des postes de travail pendant la crise. Néanmoins, ce n'est pas un modèle d'organisation que les personnes souhaitent pérenniser. Donc, c'est assez intéressant en termes de réflexion de l'intégrer. Deuxième chose assez intéressante, et si je peux me permettre de reprendre donc, les termes de l'IFOP, au terme exact, donc, on parle de bonheur, et c'est vrai que le niveau du bonheur pour les personnes en situation de handicap est de 5,4, et si je le compare aux personnes ordinaires, on est à 6,8, donc on a plus d'un point d'écart, c'est assez important. Et donc, qui appelle une vigilance accrue sur le soutien qu'on peut assurer. Donc, il y a un soutien qui passe, et on le sait très bien, économique par un emploi. Donc, on est extrêmement mobilisé et vigilant. Et Didier Sartier le disait à l'instant, même si effectivement, on est sur une amélioration de l'apprentissage et de l'emploi, on ne va pas se gargariser avec ça. Donc, on sait qu'on est loin. Il faut effectivement poursuivre et être mobilisé. Donc, ça, c'est un point extrêmement important qui aussi qui donne une alerte donc, pour la post-crise qui permettent effectivement de mettre en place des mesures et d'inciter donc les employeurs, mais aussi l'ensemble des acteurs pour soutenir donc l'emploi dans cette voie. Par ailleurs, ce qui est assez important en termes de soutien moral, je tiens à le préciser, la GFIP, le conseil d'administration a pu, et je sais que le CNCPH l'a déjà fait, c'est cette cellule d'écoute qu'il faut aussi maintenir à mon sens pour être aussi à l'écoute et en soutien pour les personnes en situation de handicap. Merci, Présidente, pour ces propos. Je propose de passer la parole à Christelle Détombe qui a des questions. Christelle, à vous la parole. Oui, bonjour, Christelle Détombe pour la Gazette Santé Sociale. On avait l'habitude de penser que le télétravail, c'était une demande, enfin en tout cas, j'avais vu que c'était parfois une demande des malades chroniques, notamment pour éviter la fatigue des transports, etc. Comment vous expliquez au-delà de ce sentiment d'isolement qui est révélé par l'enquête, cette différence pour les personnes en situation de handicap par rapport à la population générale? Didier Sartier? François, peut-être? Oui, d'abord, je dirais qu'il faut quand même rappeler qu'il y a un phénomène de lassitude vis-à-vis du télétravail qui touche l'ensemble de la population. Le télétravail, au début du confinement, c'était c'est magnifique, c'est merveilleux, cette nouvelle façon de travailler. Et maintenant, on voit bien dans nos enquêtes que l'ensemble des salariés, le ressenti est plus critique. Après, effectivement, sur le point de clivage plus marqué avec les personnes en situation de handicap, pour moi, il est à rapprocher de la question de l'isolement du collectif de travail. Quand vous avez pratiquement une personne sur deux dans notre enquête qui dit être davantage isolée
de son équipe du fait de la crise du Covid-19, bien le télétravail a un impact probable en termes d'isolement. D'autres réactions? J'allais peut-être dire un peu la même chose. On a cet effet un peu de mouvement de balancier aussi, voilà, des premiers mois où le télétravail est apparu comme pouvant apporter des solutions pertinentes. Et puis, on le savait déjà avant, mais ça permettait aussi de mettre en visibilité cela. Et puis, télétravail, je dirais, à outrance devient, et pour un certain nombre de populations, je crois qu'il faut aussi le relier à ce que nous dit l'enquête, c'est-à-dire une situation de santé physique et psychique dégradée qui doit passer aussi par d'autres réponses et notamment quand on voit aussi les types de handicaps concernés et qui sont particulièrement ou très fortement concernés, puisqu'on arrive à des pourcentages qui deviennent maintenant très très forts. On nous dit stop au télétravail, c'est pas la panacée aujourd'hui, au moins pour une partie de la population. Et peut-être en complément de tout ça, donc on sait que les personnes en situation de handicap ont besoin d'un échange et le manager aussi. On sait que manager à distance n'est pas si évident que ça. Et c'est vrai que le milieu, le collectif du travail au sein de l'entreprise, donc on est in situ. Donc lorsqu'il y a un problème donc des problématiques, parce qu'effectivement une entreprise a tendance donc à faire du descendant sur une organisation de travail assez standard. Quand il faut personnaliser, c'est très difficile à chaque fois de lever la main un peu de chez soi pour dire merci de personnaliser, merci de m'accompagner. Et c'est vrai que l'accompagnement, il est possible, effectivement, mais à outrance, 5 jours sur 7 en télétravail, donc avec un aspect de distance avec les collègues, distance avec le 1+1, distance avec ce milieu social, c'est vrai qu'à la longue, en termes d'effort et intensité de télétravail, il n'est pas le même pour les personnes en situation ordinaire. Et donc, on peut aussi comprendre ce décalage, mais il est vrai, et c'est important de le souligner, il est quand même un décalage un fossé énorme. Et ça, c'est très important parce que ça appelle, et on le voit, et en particulier dans les médias, on a l'impression que le télétravail, c'est la réponse pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on a tendance à confondre le handicap physique avec tout l'aspect d'handicap, et c'est très bien en fait. Et la parole qui est donnée aux personnes, on vient leur dire, attendez, le télétravail, c'est un moyen comme un autre, et par ailleurs, à outrance, on n'en veut pas, et c'est pratiquement un rejet, comme Véronique le soulignait à l'instant. Oui, d'ailleurs, il y a un témoignage dans la fenêtre questions-réponses d'Alain Rochon, l'ex-président de l'APF, qui est aussi membre actif encore du conseil d'administration et ô combien, et pas que d'ailleurs, qui précise d'ailleurs que dans les enquêtes récentes qui ont été conduites également par son association, l'isolement arrive en tête des préoccupations qui sont évoquées par les personnes en situation de handicap depuis 1 an, et puis que le télétravail ne peut se concevoir et n'être accepté que s'il est librement choisi, et qu'effectivement dans cette période, parfois la liberté de choisir finalement ces conditions de travail n'ont pas forcément été au rendez-vous du fait de la crise sanitaire, hein, enfin, voilà, mais que c'est vrai que dans cette nouvelle période qui s'ouvre devant nous, les choix seront un peu différents. Et c'est en cela que ce qui est assez inquiétant, moi je trouve, c'est plutôt vraiment le refus finalement massif pour certains du télétravail, alors que, comme le soulignait Madame Détombes, c'est vrai que on peut se dire que notamment, et c'est d'ailleurs une des questions que l'on avait posées sur la conciliation santé-travail, au fond, comment la question, par-delà la conciliation des temps personnels, professionnels, comment cette question santé-travail pouvait être gérée. Et c'est vrai qu'à ce stade, finalement, on voit bien que les personnes, même si elles sont hésitantes, ont quand même pour beaucoup des appétences sur le télétravail, hein, malgré tout. Hein, si on regarde le verre à moitié plein, il y a quand même les 3/4 de la population qui est en situation de handicap qui a répondu à cette enquête, qui estime que le télétravail est un sujet intéressant. C'est moins que la population en général et moins dans l'appétence que les autres, mais quand même, il y a une forte volonté, et que peut-être ce sujet pourra être mieux travaillé. Mais on voit bien qu'il y a quand même, pour une partie de la population, peut-être celle qui souffre le plus de l'isolement, cette espèce de rejet pour aller chercher finalement le contact, la relation autrui, et peut-être aussi se sécuriser dans l'emploi, parce que je pense qu'il y a aussi peut-être des inquiétudes derrière tout cela. Nous avons une demande de prise de parole de la CGT, Bruno Picard. Bruno, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, merci Véronique. On m'entend, c'est bon? Bien sûr. Oui, merci. Bienvenue. Ouais, c'était quelques réflexions. Donc, je suis à la fois
membre du comité national du FIPHFP et en même temps, je suis au CNCPH. Moi, ce qui m'interpelle au-delà des différents éléments, c'est qu'en fait, il faut qu'on définisse aussi ce que ça veut dire le télétravail, puisqu'en fait, on est plutôt sur une modalité de travail à distance que sur un véritable télétravail. Il y a des négociations au niveau de la fonction publique sur ces questions. Il y a un ANI dont on n'a pas été signataire, mais c'est une autre affaire concernant effectivement la sphère interprofessionnelle. Et en fait, par rapport aux personnes en situation de handicap, on voit qu'il y a un certain nombre de questions plus prégnantes que pour les personnes, je dirais, qui sont sans handicap en tant que telles, et qui sont en particulier des choses qui ont été soulignées par le sondage et les résultats. C'est la question de l'accompagnement, tant à la fois au niveau du matériel, de la situation de travail, de la possibilité d'être sur un poste de travail chez soi, qui soit en tant que tel un vrai poste de travail, ce qui est quand même pas simple. Hein. Nous, on connaît plein de monde au-delà de la situation de handicap qui sont chez eux avec un travail sur la table du salon, la table de cuisine, ce qui est quand même pas nécessairement génial. Et puis, la possibilité d'un accompagnement en ce qui concerne le matériel et les conditions matérielles d'installation de la personne. Si la personne bénéficie d'un certain nombre d'accompagnements en ce qui concerne des appareils, en ce qui concerne le poste de travail, ce n'est pas évident que ça soit transposé sur le poste de travail. Et c'est pour ça que dans le chat, je mettais une question sur l'intervention des institutions représentatives du personnel, puisqu'effectivement, on a un droit limité, ce qui paraît à peu près logique, d'intervention au domicile de la personne pour savoir comment effectivement elle est installée. Et ça peut se faire avec aussi le médecin du travail. Donc, ces questions aussi relatives à l'isolement, moi, je pense que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que moi, je suis en télétravail depuis le mois d'octobre quand même. Hein. Je suis censé être sans handicap visible, mais en même temps, je me dis que la personne en situation de handicap, la relation collective du travail a une prégnance de réalité encore plus forte par rapport effectivement à ceux qui sont dans cette situation de non-handicap. Et puis, je voudrais en finir en vous indiquant qu'on a une commission emploi du CNCPH demain sur la question des entreprises adaptées, où on voit qu'on a aussi un gros souci, mais c'est logique, par rapport effectivement à la sollicitation des personnes en situation de handicap, le recours au chômage partiel et autres. Donc, je crois que toutes ces questions nécessitent, au-delà des aides que peuvent amener la GFIP et qui sont nécessairement utiles, et le FIP nécessite une stratégie vraiment de concertation avec à la fois les employeurs et à la fois effectivement l'État pour qu'on prenne vraiment en compte ce qui vient d'être dit et qu'on en ressorte, je dirais, encore d'autres interventions peut-être possibles de nos différents institutions. Hein. J'en finis par là. Voilà, mais je tenais à insister parce que je crois que c'est vraiment une situation très difficile aujourd'hui et il faut qu'on prenne bien toute la mesure et que tous les acteurs interviennent sur ce champ. Merci. Merci Bruno. D'ailleurs, on avait à cet égard également dans le chat et dans le question-réponse des réactions de Christophe Roth de la CFE-CGC, mais aussi de François Cosquer de la CFTC qui également évoquait ces questions de télétravail, de la nécessité d'organiser parce que, comme le dit Christophe Roth, ce n'est pas simplement une formalité administrative et donc c'est quand même tous ces sujets qui sont en filigrane. J'ai une question intéressante qui est aussi posée dans le question-réponse par Pauline Liot qui s'interroge sur finalement des mesures à venir. Est-ce que Présidente, est-ce que Didier, vous avez en tête des mesures à venir pour accompagner les personnes en situation de handicap en entreprise, dans les organisations, auprès des entreprises, avec une question qui s'interrogeait notamment, me semble-t-il, Madame Liot, aux entreprises de 250 salariés plus notamment, mais peut-être pas que, mais en tout cas en lien avec les référents handicap. Finalement, que propose la GFIP pour ces entreprises? Comment on agit? Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau pour ces entreprises? Donc, il y a l'existant et ce qui est assez intéressant, il y a aussi quelle réflexion le conseil d'administration pourrait effectivement mettre en œuvre. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier l'objet de ces études. D'une part, c'est prendre la température, donner la parole. Donc, un point assez important pour nous, donc donner la parole. On a donné la parole aux employeurs, on souhaite donner la parole, et c'est la deuxième fois aux personnes en situation de handicap pour qu'on puisse concevoir une offre de service adaptée. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc d'une part, on sait qu'on a un réseau de référents handicap et
existant pour lequel on anime énormément avec des box, ce qu'on appelle effectivement avec des active box. Donc, on alimente ce réseau d'une manière pragmatique, opérationnelle pour pouvoir assurer, favoriser l'emploi en termes d'insertion, en termes de maintien. On peut aussi faire pas mal de choses. Moi, j'y pense effectivement dans les offres de services. On peut être sur du job coaching, on peut être sur des aménagements de postes personnalisés. Donc, on peut être assez créatif et pour personnaliser donc, les démarches. Et la personnalisation des démarches passe avant tout par le réseau en lui-même, parce que chaque contexte, chaque poste, chaque individu est particulier, ce qui est normal. Donc, il faut effectivement, on arrive d'une manière macro, comment on arrive à décliner au sein de l'entreprise, au cœur même de l'organisation de travail. Et par rapport à ça, donc c'est tout un challenge du conseil d'administration de dire quid de l'après-crise. Je tiens à signaler qu'avec nos partenaires, d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui est connecté aujourd'hui, nous avons lancé la plateforme Égalité. La plateforme Égalité a permis donc de recenser un certain nombre de propositions que nous sommes en train d'étudier et qu'on pourra prochainement, avec le conseil d'administration, en faire part des mesures assez concrètes au-delà de ce que nous avons actuellement. Peut-être que Monsieur le directeur général souhaite compléter ma réponse. Peut-être, c'est difficile de compléter votre réponse, peut-être évoquer justement l'importance de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Vous l'avez dit, autour d'ailleurs d'un certain nombre de propositions. Il y avait d'ailleurs une proposition dans les questions-réponses et pourquoi pas des mentors. C'était d'ailleurs une proposition qui était faite dans la consultation activateur d'égalité, qui n'a pas recueilli d'ailleurs beaucoup de suffrages de la part des personnes qui ont répondu après par rapport à des propositions. Mais c'est donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs, notamment des entreprises, des référents handicap, c'est pour ça qu'on leur a mis à disposition des Active Box. C'est pour ça aussi que les réseaux de référents handicap est très actif aujourd'hui pour les accompagner, que nous multiplions nos accompagnements de personnes, d'entreprises pour développer des plans d'action. C'est finalement grâce, pour pouvoir ouvrir les entreprises, c'est aussi et assurer, c'est des plans d'action avec certainement, au regard de ce que nous dit cette enquête, une importance très très forte sur les volets maintien en emploi, maintien dans l'emploi et sur les différents types de handicap avec les partenaires sociaux, avec le dialogue social. Donc c'est aussi la mobilisation on a aujourd'hui présent et ils interviennent fortement dans le chat les organisations syndicales présentes, mais leur rôle est essentiel aussi pour finalement mobiliser les acteurs de l'entreprise autour de la bonne compréhension de ces difficultés et donc l'importance aussi de relayer les messages dans l'ensemble des réseaux. Merci beaucoup pour ces éléments de réflexion. Et j'avais effectivement aussi noté la proposition d'Anne Bodino concernant les mentors et la participation des mentors et notamment l'accompagnement des mentors dans le cadre du télétravail, qui était aussi effectivement une suggestion d'activateur d'égalité qui viendra bientôt réanimer nos travaux, en tout cas prochainement. C'est aussi vous dire que ces éléments donc, qui vous ont été présentés cet après-midi. D'une part, ce webinaire sera prochainement en ligne sur la chaîne YouTube de la GFIP puisqu'il a fait l'objet d'un enregistrement, comme vous l'avez remarqué, et que par ailleurs, les éléments détaillés d'informations qui vous ont été présentés seront, avec donc les résultats, mis en ligne sur le site de la GFIP dès demain afin de pouvoir le partager plus largement avec vous. Et puis, nous avons retenu des questions et interrogations, notamment de Cédric Laurent et de Bruno Gendron, le fait qu'on puisse proposer à nos partenaires des photographies par typologie de handicap. Donc, on va essayer de travailler ce sujet-là. Et puis, on a déjà des demandes aussi pour avoir peut-être une petite cartographie sur des représentations par région. Donc, on va y travailler. Alors, ça va nous demander un petit peu de temps, donc soyez un peu patients avec nous. Mais on va essayer d'exploiter au maximum l'ensemble des informations collectées lors de cette enquête assez exceptionnelle, comme le disait François Legrand tout à l'heure. Merci encore François Legrand pour ce partenariat et cette collaboration avec l'IFOP qui est toujours très fructueuse et qui nous permet d'avoir des données stables, solides et qui nous permettent d'avoir aussi des informations à exploiter pour tout notre écosystème, hein, pas que pour la GFIP, mais aussi pour permettre à nos administrateurs et à la GFIP de prendre de bonnes décisions pour accompagner au mieux les parcours. Et j'ai vu effectivement aussi les observations de M. Rossini, qui malheureusement a une situation assez complexe et on peut éventuellement prendre contact
pour échanger avec vous, pour voir comment accompagner au mieux votre situation, parce qu'on comprend qu'elle est complexe et qu'elle nécessite un accompagnement. Peut-être attirer aussi votre attention, regardez bien les réponses, puisqu'on voit bien qu'il y a des sujets qui, particulièrement concernant les travailleurs indépendants, sont posés, avec sûrement des questions qui sont liées à leur situation. Merci encore à toutes et à tous. Merci beaucoup, Présidente, de vous être rendue disponible cet après-midi et à chaque fois avec toujours beaucoup de chaleur et beaucoup d'intérêt dans vos propos. Merci beaucoup, Didier Sartier, pour les commentaires que vous avez fait à chaud sur cette enquête exceptionnelle, puisque, je le rappelle, nous avons eu quand même pratiquement 8000 répondants. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette séquence d'aujourd'hui. Vous étiez plus de 100, vous êtes plus de 100 en fin de présentation. Et donc, merci à toutes. Merci pour vos observations. Nous gardons bien précieusement tous vos commentaires et nous les utiliserons bien évidemment dans la suite de nos travaux. Merci à nos partenaires présents. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir.